Mélodie, la radio vintage forever. Elle a parcouru les plus belles scènes de France derrière l'un de nos plus grands artistes. 4 années d'une folle aventure professionnelle qui lui ont offert une vie effrénée, faite de lumière et de paillettes. Pourtant, sa vie ne peut se résumer au pas rythmé des Claudettes. Derrière les chansons populaires se cache une femme libre et indépendante que Mélodie Radio vous propose de découvrir aujourd'hui. Carole Plumel, bonjour. Bonjour, enchantée. Merci de nous recevoir ici, chez vous, à Trouville. Oui, à Trouville, où je me suis installée au mois de mai. J'en rêvais depuis longtemps. Oui, nouvelle vie. Une nouvelle vie, je voulais habiter en bord de mer. Et le climat est super, les gens sont cordiaux, c'est cool, il y a pas de, c'est vraiment très très cool ici. Les gens sont, c'est agréable, il n'y a pas d'agressivité, quoi. C'est assez fluide. La Normandie. La Normandie. La Normandie La et Côte aussi Fleurie. la Côte Fleurie et aussi un livre. Carole Plumel, j'y pense et enfin j'oublie. Voilà, ouais. Je le montre bien à la caméra pour nos téléspectateurs. Que vous avez écrit, qui vient de sortir. Oui. Et c'est votre 1001e vie, votre second ouvrage. C'est mon petit-fils, ma 1001e vie. Mais quelque part, c'est aussi, c'est tout un enchaînement de choses en fait. Ma fille a eu un enfant, je déménage. Et puis voilà, c'est ma 1001e vie, effectivement. Et on va l'évoquer, toutes ces vies, vous l'évoquez dans le livre, et on va l'évoquer ici dans Les Plaisirs démodés, puisque c'est le nom de cette émission. On en parlait un peu en off tout à l'heure. Je vais vous demander votre plaisir démodé de la chanson française. Alors j'aime beaucoup, il y a beaucoup de choses que j'aime de la chanson française, que c'est quand même, surtout les années 80, 90, c'est quand même vachement rythmé, vachement sympa, vachement gai. Mais il y en avait une que j'aimais bien écouter avec ma fille, parce qu'on la chantait en boucle. C'était ces idées-là de Bertignac, de Louis Bertignac, le guitariste du groupe Téléphone. D'accord. Et c'était le ouh qu'on chantait avec ma fille dans la voiture. Et j'adorais cette chanson. Et elle me ressemble un petit peu. Parce que quand on écoute les paroles, faut pas me laisser traîner là, etc. Ouais, Je suis pas si fort que tu crois, etc. On va l'évoquer tout ça. Vous en parlez notamment avec vos rencontres au fil de votre ouvrage. Donc, c'est ces idées-là de Louis Bertignac. 1001 vies. On va rentrer dans dans une des vies que tout le monde connaît, je pense. Votre vie de Claudette, qui a duré, vous me le disiez, 4 ans. Voilà, jusqu'à début 78, donc 4 ans, 3 quarts, on va dire. Et donc, j'ai arrêté parce que, bon, voilà, pour mon ami qui en avait assez que je parte. Et je comptais revenir, de toute façon, parce que je suis partie déjà une fois, je suis partie 3 semaines à Goa, en Inde, mais je suis revenue. Mais là, j'avais envie de faire un petit break, quelque part. Et Claude m'a rappelé pour le concert à Londres, le Royal Albert Hall. Et vous écrivez « On ne refuse rien à Claude ». Non, non. Et donc, tout ça a commencé peut-être de manière... C'était un pur hasard, votre rencontre avec Claude François. Totalement, parce que comme je ne quittais pas France, on ne se quittait pas. On se voyait tous les jours. Et elle m'emmenait dans toutes ses émissions de télé, même elle allait beaucoup à Cologne, en Allemagne, pour chanter Poupée de cire, Poupée de son. Donc là, elle m'emmène, et il y avait tous les artistes français, vraiment, Ringo. Enfin, il y avait tous là de l'époque, parce qu'il y avait beaucoup d'émissions de variété à l'époque, qui n'y a plus aujourd'hui. Et donc, France avait la loge en face de Claude. Et Claude est arrivé un peu, il avait fait son titre, il est arrivé un petit peu énervé. Et il me regarde et il me dit « Est-ce que tu sais danser ?» Je dis j'ai fait un peu de classique petite. Et il m'a dit rendez-vous boulevard Exelmans ce lundi. Qui étaient les bureaux de Claude François. Absolument. Ok. Donc le lundi, j'arrive avec une petite jupe plissée et Pat, qui s'occupait des chorégraphies à l'époque, elle me fait faire ça s'en va et ça revient. Donc voilà, j'ai fait 3-4 pas. Il m'a dit ok, c'est bon. Et là, j'ai attaqué j'ai dû apprendre toutes les chorégraphies de toute la tournée en fait. De tous les titres. En 2 mois. En 2 mois. Et oui, là, vous l'écrivez, vous avez été coaché. C'est une autre Claudette c'est Pat qui vous a appris. Oui. D'accord. Et donc, quand il vous repère, c'était sur le coup de l'énervement? Est-ce que c'est une question de physique? J'en sais rien. Peut-être que ça n'allait plus avec une des danseuses. Donc voilà, un changement devait se faire. Et vous, Claudette, bon, vous dansiez dans votre ouvrage, vous le dansiez dans les boîtes de nuit, mais c'est quelque chose dont vous rêviez? J'ai toujours dansé, en fait. Et même avant Claude, j'étais dans un petit groupe. On faisait un petit peu de scène, il n'était pas connu, mais j'étais dans un petit groupe de danseurs. Et puis quand j'avais 16 ans,
15-16 ans, j'allais dans une boîte à Paris où ma mère m'autorisait d'aller. Et il n'y avait que du Motown, des chansons de Motown. Et j'allais danser l'après-midi toute seule. D'accord. Et c'était votre genre préféré, il me semble. Vous n'écoutiez pas ou peu de Claude François? J'écoutais... Clapton, c'est ça? Ouais. Vous le dites dans le livre. Clapton, les Pink Floyd, Ok. que j'essayais d'inculquer à ma mère. Et j'écoutais effectivement les Stones, tout ça. Enfin, bon. Mais Claude j'aimais bien, mais j'étais pas fan comme certaines des Claudettes qui étaient fans. Il y avait quelques chansons que j'aimais bien, je veux dire, j'étais pas... Mais j'ai jamais été fanatique d'artistes, mais j'écoutais plus de chanteurs américains. Oui, ça, vous le dites aussi, dans votre métier, dans toutes les tournées que vous avez pu faire, vous n'avez jamais été fan de tous les grands noms. Vous avez dû rencontrer Sardou, Jean Johnny, tout le monde. Oui, tout le monde. Mais vous n'étiez pas fan, non. C'était des gens normaux pour vous. Voilà, parce qu'on se rencontre, ça devient très vite convivial, tout le monde se tutoie. À l'idée, je l'ai croisé plein de fois après. On s'est toujours fait la bise. Il était vraiment sympa ce mec. Et voilà, donc quand tout le monde se retrouve dans une émission de télé, etc., on est là, on fait partie de la même famille en fait. Et donc, des saltimbanques, des baladins. Voilà, et c'est un bon moment qu'on passe ensemble. Ouais. Ouais. Et la première qui vous a mis le pied à l'étrier, alors ça, c'est expliqué dans le livre, mais on se pose la question, c'est France Gall. Ouais. Racontez-nous, vous étiez au restaurant à Megève, elle vient vous voir comme ça. Oui, elle vient me voir comme ça, elle était avec son amie, et peut-être qu'elle avait envie d'une copine, elle s'ennuyait peut-être, j'en sais rien. Et elle demande à ma mère, est-ce qu'on peut l'emmener ce soir, on la ramène pas tard et tout. Il y avait une boîte sympa à Megève. Oui. Et donc voilà, et on est parti avec son amie à Megève. Voilà, et puis je suis rentrée à minuit, quoi. Oui, parce que ça aussi, votre maman... Oui, toujours minuit, jusqu'à mes 18 ans. Jusqu'à vos 18 ans, vous avez été émancipée. Absolument. Et vous mettez vous l'expliquiez, c'est une amitié qui a duré jusqu'au bout avec France Gall. Jusqu'au bout, on s'est un petit peu fâchés quelques temps, mais moi je suis partie beaucoup en Argentine. Elle avait beaucoup de travail quand elle était avec Michel. Oui. Donc il y a eu un moment où on s'est un peu moins vus, mais on s'est retrouvés après. Et cette rencontre, alors vous la devez à France Gall qui vous a dit... Absolument, c'est grâce à France. Et France, je me souviens, on était attablés toutes les deux et elle me dit, Carole, c'est la chance de ta vie. C'est la chance de ta vie. Elle était toute contente pour moi, vraiment. Que Claude François. Ah ouais, elle était vraiment heureuse pour moi. Et en plus, à cette période-là, c'était pas gagné qu'ils se revoient, Claude François et France Gall. Non, mais ils s'entendaient bien, ça avait l'air d'aller. En 74, c'est ça? Exactement. Ils se sont retrouvés. Il y a une émission, je ne sais pas si c'est celle-là, cette émission, on les voit chanter tous les deux. Oui. C'est celle-là ou vous Non, avez non, c'est pas Claude? celle-ci, non. D'accord, ok. Non, c'est pas... Ça devait être avant moi, parce que j'ai pas souvenir d'avoir croisé France d'avoir vu France dans un duo avec Claude. Ok. Sinon, je m'en souviendrai quand même. Je pense que c'était avant que j'arrive. D'accord, donc après, vous partez dans votre vie de Claudette, ouais. Effrénée à 1000 allures, une vie... Oui. C'était vraiment, on était une bande de guélurons. Ouais. Et on s'amusait bien, mais bon, il fallait travailler en même temps. Et c'était une famille, vous parlez de vos soirées dans le bus après les concerts. Ah ben oui, et on se voit toujours. Il y en a 2 qui ont disparu, mais on se voit toujours. On a tous on se quitte pas, quoi. On est vraiment, je crois que c'est la seule troupe qui est restée soudée. D'accord, dans le showbiz. Ouais, soudée. Bon, Slim est parti il n'y a pas longtemps, le guitariste. Mais c'est vrai qu'on a toujours été très soudés pendant de longues années. Et voilà, c'est une grande famille. Et vous n'étiez pas fatigué quand vous partiez comme ça de chapiteau en chapiteau? On faisait... D'ailleurs, il nous est arrivé un jour de faire... on était en Belgique jusqu'à Andorre. Vous voyez, l'opposé. Ça fait une distance. Ah oui, des distances incroyables. Alors l'été, ça allait parce qu'on logeait au Martinez ou alors on allait dans un petit hôtel, je me souviens, qui était hyper sympa, dans le Var. Et donc on tournait autour. Mais sinon, quand on avait des galas, parfois il y avait 800, 900, 1000 km à faire. Oui. Donc on ne dormait pas beaucoup, on dormait dans le car. Vous dormiez dans le car. On ne dormait pas à l'hôtel aussi. Ah oui. Après, il fallait se lâcher un peu. Hein. Ouais. Parce que 2 heures sur scène, non-stop, c'était assez gai dans le bus. Hein. Bon, et on va parler aussi on se marrait bien. Vous mariez bien? Ah ouais, c'était la fête dans le bus.
Oui, parce que vous avez toujours aimé Jusqu'à ce la que tout le nuit. monde tombe, jusqu'à ce que tout le monde dorme. On avait chacune nos banquettes pour dormir. On installait nos manteaux, mais ça partait en live après. Et il faut bien décompresser, hein. Et oui, et puis vous faites la fête, mais votre drogue la plus dure, ça reste celle du public. Ah bah oui. Vous l'écriviez, Ah oui. rien ne remplace ça, Non, la scène, paraît-il. c'est vraiment de l'adrénaline, c'est de l'amour pur, quoi. La scène, c'est quelque chose de, c'est une drogue, ouais. C'est vraiment une drogue. Et je comprends tous les artistes qui veulent pas la quitter, Oui, qui veulent pas quitter la scène, parce que le public donne tellement d'amour. Bon, il le donnait à Claude, évidemment, mais nous, on le prenait en même temps, quoi. oui. Vous On étiez prenait là. cet amour en même temps. Vous étiez combien? 4 Claudettes tout le temps, pas plus? 4, 6, 4, 5, 6? ça dépendait. Moi, j'étais entre les deux parties. Le groupe avec qui j'étais, il y avait donc Peggy, Katie, Pat, Marion Mhm. et Julie. Et ensuite, ça a changé, donc j'ai eu la chance de connaître les deux. Et après, il y a eu Prisca, euh, une autre Katie, Marion qui est restée un peu, comment elle s'appelle, Sandra et Dani. Et Dany. Alors, vous partiez dans vos tournées tous ensemble, mais pourtant, vous avez bien failli ne jamais faire partie des Claudettes, puisqu'il vous est arrivé votre première scène. Oui, 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 la première scène. Ouais. Racontez-nous, vous le racontez dans le livre, Ah oui, j'ai c'est été succulent. virée. Oui, oui, bah oui. Alors, bah oui, je me suis cassé la figure sur des. Bah, en fait, quand c'était l'hiver, on avait des loges qui étaient assez loin de la Oui. scène. Et c'était des chapiteaux à l'époque. On faisait des scènes dans des grandes salles Mhm. de scène, mais je veux dire genre Bercy, etc. Mais c'était dans les grandes villes, genre Lyon, Marseille, etc. Mais on faisait beaucoup de chapiteaux dans des endroits qui étaient un peu dans les campagnes. Et donc là, on montait des chapiteaux. Donc il y avait toute la condensation qui tombait Ouais. et on glissait facilement. Et moi, c'était des petites marches en bois, et je m'en suis loupé une. Et voilà, donc je suis arrivée en retard. Donc là, ben, je ne suis pas arrivée carrément. Et vous aviez pas un trou dans le collant aussi? Ah, ça, c'était en Afrique. Ah, c'est en Afrique, Ça, il l'a l'histoire du vu, trou. le trou, hein. Ah voilà, c'est ça. Il l'a vu parce que, en fait, c'est des collants vraiment couleur chair. Oui. Et faut le voir, hein, mais il avait des antennes partout. Oui, ça vous. Il entendait une mauvaise note, il voyait si nous on était impeccables. Et moi, voilà, j'ai pas eu la présence d'esprit de partir. En plus, j'avais un peu attrapé la malaria, donc j'étais pas Ah oui. super en forme. Et le lendemain, d'ailleurs, je l'ai pas fait, il n'était pas content, mais il m'a dit, moi, quand j'ai 42 fièvres, je monte sur scène. Et moi, j'y étais pas. Ouais. Et donc là, reviré. Oh là là. Mais bon, c'était 48 heures, quoi. C'était un coup de gueule. C'est un coup de gueule. Voilà, c'était sa façon de punir, en fait. Donc vous disiez que c'était un coup de nerf, un coup de chaud. Oui. Mais Claude François, il était toujours à 365 degrés. Ouais. Un professionnel, il regardait tout. Il voyait tout. Il gérait tout. Il gérait tout, il ne voulait pas déléguer, de toute façon. C'était lui le patron, quoi. Et mais également pour ses chorégraphies, c'est lui qui les créait. Il créait surtout, il trouvait toujours une idée pour le refrain. Ah, c'est lui, par exemple. D'accord. Et en fait, c'est ce qui marque le plus les gens. Oui. Mais sinon, on avait des chorégraphes. Il y avait des chorégraphes. Mais Ouais. lui, il sentait le truc il mettait en plus. sa touche. Oui. Il mettait sa touche et il avait toujours de très bonnes idées, hein. La D'accord. preuve, parce que tout ce que gardaient les gens en tête, c'était vraiment ce qu'il avait trouvé, quoi. C'est pas dense. Et c'était pas compliqué le rythme effréné des pas Ah oui, parce que sur scène, c'est 2 voire 3 fois plus rapide, hein. C'était C'est ta, stop, au nom de l'amour, avant qu'il soit trop tard, stop. Enfin, alors qu'à la télé, c'est stop, au nom de. Vous voyez, ça n'a rien à voir, quoi. Ouais. Ah, c'est sur un rythme effréné, ouais. Et vous faisiez combien de tournées par an? Tiens, Tous les week-ends, on partait soit en Belgique, soit au fin fond de la France. Combien de galas, pardon? Par Excusez-moi, an, pas tourner. par an, je pense 2 par semaine, donc on fallait faire le calcul à peu près. 2 par semaine, Ah oui, d'accord. 2 par semaine, le week-end. Claude François tournait que le week-end, parce que les Oui, autres jours, il C'est était là. télé, beaucoup de télé. D'accord. On faisait beaucoup de Drucker, beaucoup de Guy Lux, beaucoup Midi Première. Ouais. Il y avait toujours plein de télé, quoi. Et beaucoup de personnes disent que Et il s'il fallait n'avait. les répétitions, pardon. Non, je vous en prie. Les répétitions aussi. Et beaucoup de personnes disent que si Claude François n'était pas parti, on va l'évoquer bien sûr, Ouais. il se serait tourné vers la télé. Il aimait la télé.
Oui, il aimait la télé parce que justement, il avait ce côté, il était, je veux dire, il voyait tout, il captait tout. Je veux dire, moi, je suis pareil, quand je regarde un film, je regarde les défauts, par exemple. Vous voyez quelqu'un, il a la cravate là, le plan d'après, il a la cravate là. Enfin, je veux dire, et lui, c'était ça, quoi. D'accord. Il regardait tout et il voyait tout, il entendait tout et il avait de l'œil partout, quoi. Oui. Et donc, je pense qu'il aurait été un très bon réalisateur, Ok. très bon metteur en scène et très bon réalisateur. En tous les cas, oui, il était vraiment. Je pense qu'il aurait été peut-être derrière la caméra. On va poursuivre sur vos mille et une vies, hein, mais on va rester encore un peu sur Claude Ou François. peut-être produire, excusez-moi, peut-être produire Oui, des jeunes chanteurs aussi. oui, Il l'a il a fait d'ailleurs. lancé les Chant chants fort, forts. etc. Ouais. Euh, Chèque. Exactement. Et oui, on va revenir sur vos mille et une vies, mais j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui passe souvent à la télévision. Quand on évoque Claude François, on dit toujours qu'il était tyrannique, qu'il était dur, On entend Non, beaucoup mais de choses. attendez, les patrons d'entreprise, là, vous Voilà. ne croyez pas qu'ils sont odieux? Ils sont, à mon avis, beaucoup plus odieux que lui. Hein. Vous qui avez été Claudette, alors sur l'antenne de Mélodie, dites-nous comment vous avez ressenti votre vie avec Claude Non, mais François. moi, Tout s'est bien passé? Mais non, mais c'est normal que quand il sort de scène, ça peut pas être. Enfin, c'était parfait parce qu'il voulait que ça soit parfait. Ouais. Donc, les musiciens et les danseuses et les choristes, on Hmm. faisait tout pour que ça soit parfait. Mais s'il y avait quelque chose qui le dérangeait, c'est normal qu'il nous le dise. Bon, il n'allait pas nous le dire. Bon, tu as fait une petite erreur là, c'est pas bien. Hein. C'est normal qu'il s'énerve un peu, je veux dire. Et ça durait pas longtemps parce qu'après, on avait tous dîné ensemble. Je veux dire, voilà, c'est un coup de gueule. En plus, lui, il sort de 2 heures et demie de scène, où à la fin, il jette son peignoir, sa chemise. C'est un petit peu normal qu'il soit sous tension quand même. Bien sûr. Et je pense qu'un PDG d'une grosse boîte, il doit être beaucoup plus machiste, désagréable, parce que Claude n'avait pas ce côté-là. Voilà, ok. Pas du tout. Et vraiment, bon, moi, ces coups de gueule, je les comprends parfaitement, quoi. Oui. Et ça ne durait pas. Après, c'était hop, on va dîner chez Gu ou je ne sais où. Et un patron tyrannique, est-ce que c'est un patron qui vous loge au Martinez? Oui, voilà, exactement. Et est-ce que c'est un patron qui vous emmène dîner, on fait la fête après et il offre des cadeaux? Enfin non, c'est pas un patron tyrannique. Il avait le cœur sur la main, ce garçon. Mais le boulot, c'est le boulot. C'est ça que vous me disiez tout à Le l'heure. boulot, c'est le boulot, voilà. Par 42 mais fièvres. voilà, par respect pour lui, il fallait quand même être carré, quoi. Il fallait faire son travail, je veux dire. Et pourquoi est-ce qu'il a réussi, Claude? Parce que tout était carré. Oui. Tout était parfait. Je veux dire, quand on regarde des danseuses, il y en a une qui va à droite, enfin, c'est pas beau à regarder. Mais nous, quand on passait en télé, tout était réglé à la lettre, à la note de musique. Et c'est pour ça que vous l'appeliez le coq? Oui, c'était son surnom, le coq. Entre vous? Entre nous. Et pourquoi vous l'avez trouvé? Parce que moi, je suis arrivée. C'était le patron, il vous protégeait? Le coq, quoi. C'est le coq, la basse-cour. Moi, je suis arrivée, on l'appelait déjà le coq. Donc, voilà. Ouais, c'est le coq et puis tout son petit poulailler, quoi. Voilà. Claude François, un personnage médiatique. Ah, on en parle encore, je crois qu'il y a un Paris Match qui vient de sortir là. Sur Claude François? Mais oui, c'est incroyable. Mais on dit aussi beaucoup, on dit tout et son contraire, beaucoup peut-être de bêtises. Et vous l'écrivez dans le livre, alors je le remontre, encore une fois, j'y pense et enfin j'oublie. On raconte qu'il couchait à droite à gauche, et même on a pu lire avec les Claudettes. Et là, vous mettez dans le livre un point final, vous n'apprendrez rien de ça puisque c'est des bêtises. C'est des bêtises parce qu'en fait, bon, moi déjà, il n'était pas question, parce que on ne mélange pas le travail, je veux dire, c'était pas possible pour moi. Je veux dire, j'étais avec quelqu'un, il m'a jamais manqué de respect. D'ailleurs, il me disait toujours... T'es tellement sage que tu vas finir par avoir des toiles d'araignée. Oui, ça, on le voit, vous l'écrivez. Voilà, et donc il respectait ses Claudettes, donc elles avaient toute une vie à côté. Hein. Oui. Donc voilà, donc il n'y a pas eu ce genre de coucherie. Je veux dire, il avait ses fiancées. Moi, j'ai rencontré Sophia, Kathleen, et il y en a une, entre-temps, je me souviens plus trop son nom, mais je veux dire, il était toujours amoureux d'une femme. Oui, et en fait, tout ça, depuis 45 ans 46 ans qu'il est parti, c'est pourquoi? Pour vendre du papier? Pourquoi on parle tout le temps de ça? Parce qu'en fait, on a tellement raconté de choses sur Claude que maintenant, on cherche du sale. Du voyeurisme, peut-être? C'est même pas du voyeurisme. Oui, parce que c'est faux. On essaye de le détruire d'une façon ou d'une autre. Pourquoi? Je ne sais pas.
Parce qu'il n'y a plus rien à gratter sur le papier, c'est ça? Donc il faut aller chercher des choses. On a entendu un truc, donc ça y est, on va faire un papier. C'est insupportable, quoi. Parce que Claude, j'ai bien connu, et nous qui l'avons bien connu, on sait exactement comment il est. Et moi, je l'ai jamais vu. C'était un homme bien élevé, c'était un homme charmant, délicat, hyper bienveillant, généreux. Oui. Non, il faut arrêter de dire des horreurs sur cet homme, quoi. Il faut rétablir la vérité. Et bon, alors vous parlez, c'est un livre autobiographique, c'est un récit Oui, c'est un récit. autobiographique, mais vous rétablissez une part de vérité d'ailleurs dans mais ce oui, livre. complètement. Et à chaque fois que je fais une télé, j'ai rétabli, parce que ceux qui sont en face de moi, ils disent beaucoup. Bah oui, j'ai fait Hanouna, et il y en avait un jour un producteur d'émission qui était là, il a parlé de drogue. 3 fois, je lui ai dit non, il prenait pas de drogue, mais il continuait. Ça m'a un peu agacée. Oui. Claude François, on a dit beaucoup de choses sur lui, mais on sait également voilà, qu'il est parti tragiquement. Il est parti trop tôt. Il avait peur de la mort, Claude. Ah oui, vous en parliez. Vous dites d'ailleurs que vous l'avez vu donc 1 mois et demi avant sa disparition, quand il vous rappelle pour la télé. La télé à Londres, c'est ça? Oui, c'est ça. Pour la télé à Londres. Et quand vous le voyez 1 mois et demi auparavant, vous ne l'avez pas reconnu à ce moment-là. Non, j'ai trouvé qu'il avait les traits tirés. Oui. Et j'ai même vu une photo qui m'avait choquée, quoi. Il avait un visage, il était parti déjà. Il n'y avait plus d'éclat dans son regard. Il était comme marqué, il était comme un peu gris. Enfin, elle m'a choquée, cette photo. C'est la photo où il est au chalet en Suisse, où il est habillé en rouge. Il y a cette photo qui a été prise en Suisse peu de temps avant sa disparition, avant qu'il rentre. J'en ai vu une en gros plan, donc je ne sais pas ce qu'il y avait derrière. D'accord. Mais c'est vrai que moi, ça ne m'a pas trop choqué quand je l'ai vu en Suisse, mais c'est après, les quelques jours avant, quoi. D'accord. J'ai vu une photo de lui, j'avais l'impression qu'il n'y avait plus d'éclat sur son visage. Oui. Et ça m'a fait vraiment drôle. Et il disait toujours qu'il voyait une femme assise sur son lit, une femme en noir. Et il avait peur de ça, quoi. Il avait peur de la mort. Oui, il avait peur de la mort. On a tous peur de la mort, oui. Mais je veux dire, lui particulièrement, quoi. Et comment vous avez appris sa disparition? Vous étiez en Suisse Megève, à Megève aussi, encore une fois. Et j'allais rejoindre ma mère chez le coiffeur. Et il y avait un petit magasin vous savez, des postes vintage. Voilà, des parcs à kaki de l'époque, un peu, comment ça s'appelle, bon, bref. Du D-Day? Un magasin, une réserve militaire, non? Oui, voilà, mais il y avait un nom, un surplus américain. Un surplus américain. Voilà, une sorte de surplus américain. Et ils avaient une petite radio donc verte, kaki, et j'entends que Clo-Clo est mort. Et ça c'était pas croyable pour moi. Donc je cours chez le coiffeur, ma mère était sous le casque. Je cours et je pleure dans ses bras, je dis Claude est mort. Enfin, c'était hyper choquant, quoi, parce que je l'avais vu la veille ou 2 jours avant, quoi. Et après, vous prenez le train en première classe. Enfin, moi, j'étais pas là pour la dernière émission, j'étais déjà partie. Donc, j'avais dû le voir, j'exagère quand je dis 2 jours. Mais pour moi, c'était 2 jours, mais j'avais dû le voir un mois avant, quoi. Donc, vous prenez le train. Parce qu'à Lézin, je n'étais pas là. Pardonnez-moi? À Lézin, je n'étais pas là. Ok. C'était ces derniers moments à Lézin. Et après, il prend son avion. Voilà, ouais. Et donc là, vous prenez le train en première classe, vous le dites, ça c'est marrant si je puis me permettre, vous sans profiter. Vous prenez, pour la première fois de votre vie, vous voyagez en première classe, super, wagon extraordinaire. Vous rentrez à Paris. Ah oui, avec ma mère. Il y avait des wagons magnifiques à l'époque, tout en acajou, avec des draps blancs. Mais vous profitez de rien tellement vous êtes effondré. Non, il fallait aller. D'abord, on a été tous le voir sur son lit de mort. Et c'est ça, et vous ne l'avez pas reconnu. Ça. Non, j'ai vu cet homme inerte, lui qui était 1000 à l'heure. Tout petit, ça m'a fait drôle. Enfin bon, ça m'a. Et ses 2 doigts brûlés, quoi. Et j'avoue que moi, j'ai vu mon père mort aussi. C'est dur pour moi, quoi. J'y suis allée parce que j'aimais Claude, mais c'est dur à voir quand même. C'est une image qu'on garde à vie. Ma mère, j'ai pas voulu. Vous voyez, j'ai pas voulu regarder, imaginer. Et là, tout d'un coup, tout s'effondre. Tout s'effondre, tout. Professionnellement, bien sûr, et la France aussi est totalement émue. Ah non, mais la France est effondrée, quoi. Bouvard-Exelmans, il y avait tout été. Les gens étaient. C'est tellement inattendu, c'était tellement.
Je veux dire, ça vous est tombé dessus comme ça, comme un rocher sur la tête. Oui. Tout le monde était choqué, en larmes. Et puis, il y avait des fans qui ont voulu se suicider quand même. Ça a fait des ravages hein, pour les fans. Et au moulin de Danemois, enfin au cimetière de Danemois, vous racontez que vous, bon, comme tout le monde, je pense, on ne fréquente pas souvent Moi, les cimetières. j'aime pas aller dans les cimetières. Et vous racontez que un jour vous vous recueillez sur sa tombe. Oui. Et qu'il y avait une personne allongée derrière. Une personne allongée derrière. Ouais, ça m'a fait peur. Ouais. Ça m'a fait un peu flipper. Mais les gens, ils vont régulièrement. Hein. Ouais. Vous savez que cette tombe, elle est fleurie. Ils vont refaire une statue encore. Elle est magnifiquement fleurie. Les gens, ils vont régulièrement s'occuper de cette tombe. Moi, je trouve que les fans sont d'une fidélité et d'un amour qu'ils portent à leur idole. C'est incroyable, quoi. C'est fou, hein. Et de toutes les générations. Toutes les générations. Ouais. Il y a les parents, il y a les enfants qui sont maintenant grands et des jeunes enfants qui aiment bien. Pourquoi ils aiment bien? Parce qu'ils ne l'ont pas connu, certes, mais Clo-Clo, c'est gay, quoi. Ça passe partout, on Ben lit tout oui. le temps, les mariages, les baptêmes. Mais oui, les chansons sont gays. Les soirées étudiantes. Voilà, ouais. Oui. Partout. Partout. Ouais. Et oui, Claude... Même pour les bisutages. Et même pour les visites, pourquoi pas. Claude François, il est parti il y a 46 ans, Ouais. Le 11 mars 78. Comment vous expliquez d'ailleurs? C'est à cause de ses chansons gays qu'il reste toujours numéro 1. Mais je crois que c'était Pourquoi comme il est dit encore Fabien, présent? très souvent, c'est un sphinx, cet homme. Un sphinx. Et je pense que moi je dis tout le temps, cet homme il est venu sur Terre pour faire faire une mission, c'est-à-dire rendre les gens heureux. Parce que sachez que beaucoup de fans ont eu des enfances très très difficiles. Oui. Il y a eu beaucoup de violence chez beaucoup de fans. Il y a eu des drames et elles ont trouvé leur bien-être auprès des chansons de Claude. Auprès de Claude François, ouais. Voilà, c'est-à-dire que chez elles, quand elles n'étaient pas bien, elles écoutaient Claude François et ça les rendait mieux parce que pas mal ont eu des enfances malheureuses, avec des drames. Et Claude François était une thérapie. J'ai Claude souvent François entendu ça. était leur dieu quelque part, leur sauveur, comme moi c'était Ivanhoé, quand je regardais la télé, j'appelais Ivanhoé. Oui. Ben, elle c'était Claude, voilà Carlito. Oui, nous sommes Je trois. vous présente Carlito. Nous sommes trois, nos auditeurs. Qui en a peut-être un peu marre. Carlito en a un peu marre. Bon. Voilà. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de cette période? Tout. Tout. Il n'y a rien acheté. Il n'y a rien acheté. Non, ouais. je garde tout. Tout était génial. J'ai aucun mauvais souvenir. Sauf quand je me suis fait virer la première fois. Quoi. Parce que j'ai vu les filles à la télé, j'ai dit, mais j'aurais pu être là. Et là, j'ai eu très peur de jamais... Là, par contre, j'ai eu très peur. Je me suis dit, c'est mort. C'est fini pour moi. Et il vous a rappelé? Et il m'a rappelé, heureusement. Mais le jour, parce que je suis rentrée dans l'ambiance du truc. Oui. Ça y est, j'étais Claudette. Et ma première télé, hop, tout ça à cause de Guy Lux aussi. Parce qu'il y a eu une histoire avec Guy Lux aussi. Allons bon. Oui, parce qu'il y a eu l'histoire où je suis tombée dans les escaliers, mais il y a eu l'histoire de Guy Lux, où Guy Lux se permet de me mettre la main aux fesses. Ok. Donc je me retourne et je lui dis ça va pas, non? Enfin, j'ai eu une réaction un petit peu froide et négative, même si c'est Guy Lux, ça a été ma réaction. Et Guy Lux est parti voir Claude, il lui a dit ta danseuse là, Carole, là, elle danse pas bien, tu devrais la dégager. Donc Claude l'a écouté, puisque c'était la première fois. Et voilà, mais c'est Guy Lux qui a été balancé. Je ne l'ai pas raconté, ça? Non, il me semble que non. Ou alors c'est moi, mais en tout cas, il me semble que je l'ai raconté, mais peut-être que ça a été zappé. J'ai fait tellement de brouillons, si vous voulez. Pendant 10 ans. D'accord. 10 ans, ce bouquin. Oui, vous le dites, ce livre, à la fin, vous expliquez que ce livre vous a mis 10 ans à écrire. Ouais. On parlait de bons souvenirs. Bon, alors là, le coup de Guy Lux, c'est peut-être un peu plus triste, mais des souvenirs... Guy Lux, je n'ai peut-être pas raconté parce que peut-être qu'il ne fallait pas le faire, mais j'ai le droit de le dire en interview. Mais totalement, bien sûr. De toute façon, il n'est plus là, ce monsieur, donc voilà. Tant de souvenirs que vous gardez de positifs de cette période. Il y en a une personne, alors là, pour moi, c'est le fil conducteur du livre, qui garde un souvenir merveilleux de cette période et qui n'est plus là, c'est votre maman. Ouais. Votre maman, vous l'évoquez tout au long du livre, on va y revenir, hein, mais vous l'expliquez, alors Carlito remonte sur sa maman, vous l'expliquez, vous avez toujours eu des rapports compliqués avec elle, des rapports
Distendu, complice, plus froid? J'ai jamais bien compris, en fait. J'ai jamais bien compris en fait, elle était, très mère poule, Oui. ça c'est sûr. Mais vous savez, à l'époque, c'était pas aujourd'hui, on fait énormément attention aux enfants, à ce qu'ils disent pas, le pourquoi, du comment, la méthode Montessori, enfin bon, les enfants, les parents apportent énormément d'attention aux enfants aujourd'hui. Oui. À l'époque, c'était pas comme ça. À l'époque, les enfants, ils déjeunaient à côté des parents, c'était pas la même table, etc. Et donc ma mère était très mère poule, mais en même temps pas très affective, pas très affectueuse. Et il y a eu de l'affection, mais bon, il y a eu des drames à la maison, et puis il y a eu des choses que j'ai pas oubliées, que j'ai essayé de la consoler quand elle a perdu le fils de De Georges Georges Carpentier. Carpentier, et donc elle m'a repoussée, enfin, elle m'a mis en pension. J'en ai souffert, moi je l'aurais pas fait, j'aurais jamais eu ma fille en pension parce que je hurlais dans le car, je hurlais, mais vous pouvez pas vous imaginer, c'était l'enfer pour moi. Et mais ma mère m'aimait, et moi plus tard, elle avait besoin de moi. Plus tard, elle s'est nourrie de ma vie, en fait. Plus tard, quand j'étais plus grande et quand je suis devenue Claudette. Donc, elle avait besoin de me voir tous les jours. Et donc, on se voyait tous les jours. Et si je venais pas un jour, elle était pas contente, quoi. Elle vous appelait 5 fois par jour? Ouais. 5 fois. Et un jour, elle a même débarqué chez moi, alors que j'étais avec le père de ma fille, parce que je l'avais pas appelée une journée. Elle est rentrée. Elle est venue carrément. Chez vous? Ouais. Et Non, elle était très possessive vers la fin. Parce qu'elle vous sentait partir dans ce monde du show business, des paillettes, peut-être? C'est quand j'ai quitté la maison, ça lui a fait beaucoup de mal. D'accord. Paradoxalement. Ça lui a fait beaucoup de mal, mais je suis sûre qu'elle m'aimait, mais à sa façon. Elle n'avait pas eu une enfance très heureuse non plus, donc elle savait peut-être pas ce qu'était la tendresse. Elle a perdu un frère à la guerre, sa mère est partie très jeune, sa belle-mère était méchante, donc voilà. Vous savez, on reproduit, hein, quelquefois. Et votre ouvrage, vous l'appelez... Même maman n'était pas une femme méchante, sauf que Non. voilà, elle avait simplement une façon d'aimer à elle, quoi. Mais c'est intéressant ce que vous me dites là, puisque ce livre ne parle pas que de vos années Claudette, il parle véritablement de vous. Et tout au long de l'ouvrage, on a l'impression que c'est un appel à votre maman, que vous lui parliez, vous lui parlez tout au long du livre, vous la cherchez, vous lui dites des choses. Mais elle me manque, elle m'a toujours manqué. Hein. Ça a été parce qu'en fait, je suis devenue orpheline à l'âge de 25 ans. Parce que j'ai perdu mon père à 18 ans. Ensuite, les parents de mon père n'aimaient pas ma mère, donc je les voyais peu. Ensuite, donc son père à elle, j'adorais mon grand-père, donc le seul grand-père que je voyais, en fait. Il est parti, et quand ma mère est partie, j'étais comme un petit oiseau là, tombé d'un arbre, et ça a été plus personne. Terminé, j'étais seule. Toute seule, et comme j'étais très petite fille et que ma mère me couvait énormément, mine de rien, j'étais complètement perdue, quoi. J'avais personne sur qui me raccrocher, j'avais plus personne, plus de famille. Et à 25 ans, moi j'étais très gamine. Hein. Aujourd'hui, les jeunes de 25 ans, c'est pas pareil. Je veux dire, on est dans un monde beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile, donc les jeunes... ils sont beaucoup plus forts. Mais moi, j'étais vraiment une gamine à 25 ans. Quand votre maman a disparu. Ah non, mais à chaque fois qu'on m'en parlait, j'en pleurais. Le deuil, j'ai dû le faire, il y a 10 ans. Mais est-ce que ce livre n'est pas justement une façon de faire le deuil? Puisque je pense sincèrement que... Ça a été dur en l'écrivant. C'est pas vous le sujet, c'est pas Claude François, c'est votre maman qui revient régulièrement. Tout le temps. Oui, c'est vrai. Ouais. Je m'en suis peut-être pas rendu compte, mais ça revient souvent. C'est tel que, alors chaque lecteur en fera juge. Il y a ma vie aussi après, qui n'était pas facile non plus. Il y a votre vie, mais votre maman, oui, je l'ai vue. On la ressent partout. Ouais. En fait, j'aurais préféré avoir ma mère et pas avoir tout ce que j'ai hérité et faire toutes ces conneries, quoi. J'aurais préféré garder mes parents, c'est sûr. Et pourquoi j'y pense et enfin j'oublie? Vous voulez oublier quoi dans ce livre? Mais en fait, pour vous dire la vérité, on a dû changer le titre parce que j'y pense. Au départ, c'était J'y pense et puis j'oublie.
mais c'est un titre de Claude. Ah, en Donc on termes n'avait de pas le droit, droit. d'accord. Voilà. Donc on a rajouté enfin. Et vous voulez oublier dans tout ça Et les mauvais enfin, moments. j'aimerais, oui, enfin, j'oublie. Et ça vous a aidé? Ça m'a aidé. Ouais. Le enfin est pas si mauvais que ça. Et pas si mauvais que ça. On va évoquer, bon là on parle de souvenirs un peu plus lourds à porter et à se remémorer, mais il y a des souvenirs merveilleux que vous avez avec votre maman à Saint-Tropez, vous nous parlez dedans Ouais. dans le livre. Oui, ben, on allait tous les ans à Saint-Tropez. Oui, ben, en fait, c'est comme avec ma fille. J'étais seule avec elle, Ouais. tout le temps seule avec elle. Il n'y avait pas de papa, il y avait rien. Et donc, c'était avant la rencontre de mon beau-père. C'était un peu plus tard quand elle a rencontré mon beau-père. Mais quand j'étais seule avec elle, j'étais tout le temps avec ma maman. Et quand on allait à Osgore, je dormais avec elle. Donc j'ai eu des moments très, très, très particuliers, très proches avec elle. Ouais. Et après, elle s'est un peu envolée avec mon beau-père. Si vous voulez, il y a eu des moments très forts avec elle. Et puis quand mon beau-père est arrivé, elle m'a un peu lâchée. Donc en fait, c'est pour une enfant, c'est difficile. C'est compliqué. Oui, parce qu'il est arrivé, j'avais 8 ans. Et quand elle est partie, vous dites que votre beau-père s'en doutait. Mon beau-père, il ne m'aimait pas, de toute façon, d'entrée de jeu. Parce qu'il n'avait pas d'enfants, il n'aimait pas les enfants. Et pourtant, il vous couvrait de cadeaux. Après, bien après, il a appris à me connaître, mais ça a mis du temps. Ça a mis du temps, Ouais. oui. Il est arrivé, j'avais 8-9 ans. Donc, il y a eu, le début était un peu compliqué parce qu'il arrivait, il prenait toute la place dans l'appartement, même mon chien, il essayait de me piquer mon chien. J'avais un petit teckel, en le faisant venir, en me disant, tu vois, il me préfère moi que toi, enfin des piques. Il me frottait les oreilles très fort jusqu'à ce qu'elles soient rouges. Ça me faisait marrer. Lui, ça me faisait mal, moi, ça me faisait mal. Et il balançait des vannes, voilà. Et après, ben, c'était lui ou moi. Donc après, ils ont dit, bon, on va la mettre en pension pendant qu'ils allaient se la faire belle à Venise, dans les plus beaux hôtels, partout, à droite et à gauche, quoi. Mais bon, après, j'en ai profité, plus tard. Plus tard. Et vous aviez, on va évoquer, parce que ça aussi, ce sujet est récurrent dans le livre, vous aviez un point commun, vous vous compreniez sans l'évoquer. Oui. Sur un point sur la drogue. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, lui, il avait des énormes calculs rénaux. Et donc, il était obligé de prendre de la morphine. Parce que sinon, il souffrait tellement qu'il était obligé de se piquer à la morphine. Et donc, il avait toujours sa trousse Hermès avec ses seringues. Parce que mon beau-père était très, très maison. On n'a pas le droit de dire des marques. Enfin bon. Et donc, il se piquait à la morphine, donc automatiquement, il a des petites pupilles en tête d'épingle, parce que ça donne ça. Et moi, il voyait mes pupilles comme ça, et un jour, il m'a dit, je pense que tu touches à quelque chose. Donc, voilà, c'est là où on n'a pas commencé à se comprendre, mais c'est vers 16-18 ans qu'il s'est un petit peu rapproché de moi, et parce qu'il me trouvait jolie, donc il m'emmenait avec moi partout, à la maison du caviar, au Fouquet's. Il déjeunait tous les jours au Fouquet's. Oui, vos parents avaient leur table. Leur table au Fouquet's, oui. Ouais. Et la maison du caviar, il m'emmenait. Puis après, quand ma fille est née, par contre, il a adoré ma fille. D'accord. Ah oui, il a adoré ma fille. Ma fille, ça n'avait rien à voir avec moi, quoi. Il a eu beaucoup de tendresse pour ma fille. Et puis, bon, vous l'évoquiez, vous compreniez tous les deux, et c'est au moment où votre maman s'en va. Ah ben là, il était très dur. Mais même que pour vous, en termes de consommation, tout dérape. Ah ben oui. Du côté festif, vous avez déjà, des idées noires aussi. Quand je l'appelle et je lui dis maman est partie, il me dit je m'en doutais. Ouais. Il n'a même pas déposé une rose, il m'a même pas accompagné au cimetière, il m'a laissé tout seul comme il m'a laissé toute seule comme dans un autre problème que j'avais eu avec les douanes. Bref, il m'avait dit surtout de ne pas dire. Enfin bon, bref. Quand j'ai hérité du compte en Suisse de ma mère, les douanes avaient balancé certaines. Il y avait eu des comptes qui avaient été balancés. Et donc il m'a dit, et je l'appelle et je lui dis écoute Jean, viens m'aider. Il m'a dit oh là là, non, tu donnes pas mon nom surtout. Enfin, vous voyez, dans les galères, c'était pas d'aide. Et vous avez pensé même au pire quand votre maman, vous l'écrivez dans votre ouvrage, quand votre maman est partie? Ah moi, oui, je voulais la rejoindre, ça c'est sûr. Ah oui, moi j'ai
j'avais plus envie de vivre. Ouais. Et puis vous êtes accroché, il y a eu d'autres choses. Quelqu'un m'a aidé, j'ai rencontré un philatéliste qui m'a... Parce que bon, il faut dire que quand ma mère est décédée, il y a l'incarcération. Donc Eduardo, le père que j'avais rencontré, mon amoureux, qui est le père de ma fille, quand nous sommes tombés en prison tous les deux, moi quand je suis sortie, j'étais seule et je venais de perdre ma mère quelques mois avant. Oui, Il y a un enchaînement de choses. Le père de votre fille, donc on peut peut-être l'évoquer, que vous avez rencontré, c'était l'homme le plus beau. Enfin, vous avez un coup de foudre fantastique. Oui. Un bel Argentin, oui. Un bel Argentin, oui. Le premier jour où on s'est vu, ça a matché, comme on dit. Et ça a bouleversé votre vie, cette rencontre aussi, dans le sens positif, ah oui, là. Oui. C'était un coup de foudre comme jamais j'en avais eu. Et ces fréquentations, puisque ça c'est une histoire rocambolesque. C'est venu après, ça. Rocambolesque. Ouais. Il y avait 2 Eduardo. Il y avait 2 Eduardo, ouais. Et en fait, la police a cru que c'était lui, mais en fait, c'était pas lui. C'est le mauvais qu'ils ont mis en prison. Mais en fin de compte, ils nous ont mis en prison parce que ils ont quand même trouvé des paquets, des petits paquets, des petits, je dis bien, des petits paquets vides aussi, mais un paquet vide compte pour un paquet plein. Oui. Mais c'était pas le fameux Eduardo qui recherchait. Et quand le commissaire, le dernier jour du Quai des Orfèvres, me dit eh ben oui, on s'est trompé, c'était pas lui. Ça fait un peu, mais de toute façon, étant toxicomane, voilà, on était incarcérés. Ouais. Et lui, de toute façon, il vendait un petit peu, mais c'était pas un gros poisson de dealer, quoi. C'était pas lui qui cherchait, en fait. Il y avait beaucoup d'Eduardo à l'époque, parce qu'il y avait beaucoup de Sud-Américains qui avaient débarqué à Paris. Qui fuyaient les dictatures. Qui fuyaient la dictature de leur pays. Il y avait beaucoup d'Argentins qui venaient à Paris. Et donc vous rencontrez Eduardo, il y a toute cette histoire que vous racontez très bien dans votre ouvrage. Et après, il vous a donné la plus belle chose au monde, vous le dites. Ma fille. Votre fille Fanny. Ouais. Le beau cadeau. Plus belle chose qui m'est arrivée. La plus belle chose qui vous est arrivée. Et vous le dites. Et alors là, on comprend, votre maman et votre histoire est toujours en filigrane dans ce livre. Vous dites, je ne serai plus jamais seule. Ça y est. Ouais. Ah oui, je me sentais très seule. Vous étiez heureuse. J'avais des amis qui avaient des familles, évidemment, et ils me demandaient de venir déjeuner dans des déjeuners de famille. Je ne pouvais pas. Ça me faisait mal d'aller dans un déjeuner de famille, de voir un père, une mère, des sœurs, des frères. Ça me faisait mal. C'est terrible de ne plus avoir de famille. Je vous assure, c'est affreux. Hein. Il y en a sans doute qui le savent, parce qu'ils sont sans doute... mais quand on n'a plus de papa, plus de maman, qu'on est jeune... moi, je ne supportais pas. Quand je voyais une famille, ça me faisait mal. Ça vous faisait mal. Ah oui, non, mais vraiment. Hein. Même encore aujourd'hui. Hein. Même encore. Ouais. Même quand vous avez vos enfants. Ah mais non, c'est ma fille, c'est pas pareil. Ma fille et mon petit-fils, mais je veux dire par là que quand il y a des familles que je rencontre, etc., ça me rend triste à chaque fois. D'accord. Même aujourd'hui. J'ai le regret de ne pas avoir eu... la famille, c'est tellement important et tout le monde dit que quand on est seul, le plus important, c'est la famille. C'est vrai, le plus important, c'est la famille. Ma fille est un amour et elle est là, elle est présente, elle est d'une bienveillance. Voilà. Donc, oui, quand j'ai eu mon petit bébé qu'on m'a posé là, j'ai dit là... Même quand elle était dans mon ventre, je me sentais déjà plus seule. Et donc, quand votre fille Fanny est née, vous le dites dans votre livre, vous ne seriez... plus jamais seule. Voilà, vous ne seriez plus jamais seule. Ouais. Et puis, elle était... Même qu'à l'époque, vous l'aviez dans le ventre, vous vous sentiez... Déjà, j'avais mon petit bout dans le ventre. Ouais. J'étais déjà nourrie d'affection, quoi. Ouais. Déjà nourrie d'affection. Et puis dans votre appartement du 16e, on l'évoquait rapidement tout à l'heure, en off, Michel Berger et France Gall étaient venus vous voir. Oui, ils sont venus, ils sont trop mignons tous les deux. Ils étaient d'une simplicité, je veux dire, c'était pas, ils se prenaient pas pour des stars. Hein. Ils sont venus dîner, je leur ai fait un steak avec des petits pois, un truc ridicule. Elle qui fait des dîners exceptionnels, moi j'ai fait un steak avec des petits pois.
Mais ils ont été adorables. Mais France, elle voulait voir tous les endroits où j'habitais. Elle me suivait de près, hein. Elle voulait que je sois bien. Elle parlait beaucoup de moi à ses amis. Elle voulait que... C'était comme une grande sœur. Ouais. Avec Eduardo, cet enfant avec Eduardo. Puis dans votre ouvrage, vous évoquez aussi enfin non beaucoup, pardonnez-moi, avec plusieurs autres relations, dont Oui, une mais platonique, hein. platonique, Ah oui, beaucoup dont de une... relations platoniques en fait. Alors on parle de... J'ai la trouille du bonheur, je le mets très Oui, souvent. alors là, on peut y venir maintenant. Vous écrivez que vous n'avez jamais été protégée émotionnellement et Non, que vous ne savez pas vous y prendre pour être heureuse. Je n'ai non, jamais su m'y prendre pour être heureuse, page 140. non, je sais pas. Je sais pas. Je suis pas quelqu'un d'heureux déjà à la base, mais c'est comme ça. Et j'avais très peur donc d'être trop heureuse et je voyais déjà 6 ruptures pour moi, parce que j'ai vécu une rupture Avec vos parents? oui, et avec un garçon aussi, avec qui je suis restée un certain temps et qui m'a fait énormément de mal. J'ai mis presque 1 an à m'en remettre. Donc après, ça a été vraiment... en fait, j'étais odieuse avec les hommes, quoi. Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Voilà, je voulais pas tomber dans le piège de l'amour. Je fuyais le bonheur. Je fuyais le bonheur si le bonheur il y avait. En même temps, hein, c'était pas... Donc ça restait platonique. Parce que moi, dans ma tête, j'avais quand même... J'en voulais aux hommes, énormément, par rapport à ce que mon père a fait à ma mère. C'est-à-dire, comme il la frappait, déjà, j'avais une dent contre les hommes. Oui. Donc, je leur faisais pas confiance. Donc, déjà à la base, quand je rencontrais quelqu'un, j'avais du mal à faire confiance et à me donner à donner tout mon amour et à me donner entièrement. Donc, je gardais énormément de réserves et à force de garder des réserves, à un moment donné, le garçon, voilà, c'était comme ça. Et je me disais toujours dans ma tête, une fois que l'acte est fait, c'est fini, il n'y a plus de rêve. Il n'y a plus la magie. C'est ce qu'on dit des hommes, normalement. Ouais, une fois que c'est fait, il n'y a plus la magie. Ok. Alors, je préférais rester... voilà, c'était comme ça. Il y en a un avec qui il s'est rien évidemment, passé. j'ai eu des relations quand même. Je ne suis pas restée nonne toute ma vie. Et il y en a un avec qui il ne s'est rien passé. Pourtant, vous racontez dans le livre, c'est une anecdote succulente. C'est avec Maurice Albert. Ah, Maurice Albert, ouais. Ah oui? Il était fou de vous. Ah oui, il m'envoyait des fleurs à Paris, il me téléphonait, je venais d'emménager, j'avais pas encore le téléphone. Donc c'est la gardienne qui venait frapper à 4h du matin parce qu'il habitait au Brésil, lui. Mais ça n'a pas duré longtemps, Non, en fait, il est tombé fou amoureux de moi dans une émission de télé, Dilux. Oui. Quand il chantait et regardait, nous on était en randonnion avec les Claudettes pour les répétitions, la balance. Et donc, il chantait Feeling et il regardait on était là, c'est à toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Et en fait, c'est moi. Et quand il est dans la loge du maquillage, j'avais une petite alliance, on avait une petite alliance, France et moi. Et il me dit, vous êtes mariés? Il était affolé. Juste aller me marier. Non. Et là, on ne s'est plus quittés jusqu'à la fin de l'émission. Et lui, il partait pour le Brésil et nous, on partait en tournée. Donc, grosse séparation. Ouais. Et il a continué il m'a envoyé des télégrammes et il a dit, je vais venir te chercher pendant la tournée, parce qu'on partait en tournée. Je vais venir te chercher à Cannes et tu vas revenir avec moi au Brésil. Donc, il a parlé de moi à sa mère. Alors, quand il est arrivé, tous les musiciens l'attendaient. Claude, oh là là, ça a été une pagaille, cette histoire. Et Claude François se retournait vers vous, il vous chantait Feeling. Il était furieux. Ben oui, parce qu'en plus, il était jaloux, parce que Claude, c'était ses Claudettes. Ouais. Donc, d'accord. Le coq. Voilà, exactement, c'est tout à fait ça. Et en plus, il était numéro 1 Feeling. Donc, voilà. Ce qui lui a valu un procès d'ailleurs, puisque la musique avec Lynn le mari de Lynn Renaud, Loulou Gasté. Elle m'a appelé chez moi, Lynn Renaud. D'accord. Elle m'a appelé, elle m'en a parlé, elle m'a dit, vous savez, Carole, c'est fou, quoi. Elle m'a appelé à la maison pour m'en parler. Eh ouais. Je m'en souviens très bien, Schaeffer. Un livre, voilà, où vous apprendrez les oui, amours. Il ne faut pas tout raconter. Ben voilà, c'est ça, il y a d'autres histoires encore succulentes et toujours bienveillantes sur cette vie de Claudette, cette vie Il y a de tout.
Il y a de tout. Il y a de tout, en fait. À 1000 à l'heure. De toutes ces années... Moi, je me suis bien amusée aussi. Hein. Je suis sortie tous les Ah soirs. ben voilà, c'est ça. De- Vous étiez un colibri. Voilà, un colibri. Ça bouge tout le temps. Oui. Et ça se pose jamais. Donc voilà, d'où la relation avec les hommes, d'où voilà, ça veut dire beaucoup de choses, cet emblème du colibri. C'est pour ça que je l'ai choisi, je l'ai tatoué d'ailleurs. Ah, vous avez un Oui, j'ai un petit colibri là. Un petit colibri sur le Voilà, bras, voilà. l'avant-bras. Il y a très longtemps que je l'ai. Et là, le colibri bouge plus de Trouville. là, il bouge plus. Il bouge plus de Trouville. Celui-là, il se pose pas, mais moi, je me suis posée là. Bon, de toutes ces épreuves, de toutes ces joies, parce que c'est un livre aussi où il y a beaucoup de joie, de bons moments Oui, que j'ai fait Carole la vous fête, racontait avec Claude. ouais. J'ai rencontré beaucoup de monde, je me suis beaucoup amusée. Qu'est-ce que vous Aussi, vous il y a pas gardez que du ce goût de malheur. la liberté? C'est de tout ça que vient ce goût de la liberté? Oui. Des bons et des mauvais moments? Oui, même voilà, j'ai choisi tout, voilà. J'ai toujours besoin, je veux rendre de compte à personne. J'ai jamais voulu rendre de compte à qui que ce soit. Je veux être libre de faire ce que je veux quand je veux. Et voilà, cette liberté, ça peut coûter cher parce que par moments d'être seule, c'est pas facile. Mais moi, il n'était pas question que je sois mains et poings liés. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors pour cette 1001e? Alors votre 1001e vie, Que c'est du votre bonheur, petit-fils. que du bonheur, que du beau temps et que je trouve peut-être un peu le bonheur, un peu la joie de vivre. Ici, je suis heureuse, Ouais. un peu plus heureuse. Sur les planches? Sur les planches de Deauville. Je me balade. Moi, la mer, ça m'inspire. Quand je regarde la mer, je suis bien. D'ailleurs, tous mes amis me disent « tu as l'air beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, moins stressé ». Non, je suis bien ici. Vous êtes bien. Mais en tout cas, merci. Je vous rappelle votre livre, Carole Plumel, J'y pense et enfin, j'oublie, aux éditions du Rocher. Non, Robert Laffont. Le enfin, il est ici. Le enfin. Voilà, le enfin, il est ici à Trouville. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci à vous. Merci ici infiniment. chez vous. Merci. Et à très bientôt sur Mélodie. Bien sûr, à très vite. Cette émission est disponible en podcast et partout sur toutes vos plateformes, sur YouTube et sur Mélodie. Merci. Yes. Merci, à bientôt. Merci. Mélodie, la radio vintage forever.